Bonjour à toutes et à tous, je suis Hélène Verdoux, je suis professeure à l'Université de Bordeaux et aujourd'hui on va parler une nouvelle fois de clozapine pour aborder deux points assez spécifiques qui sont la résistance à la clozapine et les contre-indications à la clozapine. Alors, tout d'abord, on va revenir sur quelques définitions qu'on avait vues dans une diapositive précédente concernant ce qu'on appelle la schizophrénie résistante. Donc la schizophrénie résistante, c'est une forme de schizophrénie qui est caractérisée par le fait que deux traitements antipsychotiques successifs n'ont pas permis d'entraîner une rémission de niveau satisfaisant des symptômes psychotiques, en particulier les symptômes psychotiques dits positifs, les idées délirantes et hallucinations. Il faut que ces deux antipsychotiques aient été prescrits pendant une durée de temps adéquate et à posologie adéquate. Et on considère qu'environ 20 à 30% des personnes avec une schizophrénie sont concernées par un problème de résistance aux antipsychotiques conventionnels. Et donc, pour ces personnes, le traitement indiqué est la clozapine. Donc, la clozapine ou l'Eponex, dans le nom commercial en France, c'est à l'heure actuelle le produit antipsychotique dont l'efficacité est la mieux documentée chez les personnes qui présentent une schizophrénie dite résistante. Et donc, en fait, toutes les personnes qui ont une schizophrénie résistante devraient se voir proposer ce traitement. Alors, si on fait très brièvement juste un instantané sur les risques, le rapport risque-bénéfice de la clozapine, donc ce traitement a une efficacité clairement supérieure aux autres antipsychotiques. Ça a été démontré par, il y a un niveau de preuve extrêmement fort concernant cette affirmation. On sait aussi, et là aussi c'est très bien documenté, que les personnes qui sont traitées par clozapine ont une mortalité qui est diminuée pendant qu'elles prennent le traitement, et en particulier une mortalité pour toutes les causes naturelles de mortalité, de décès. Également, la clozapine est associée à une diminution du risque de suicide et une diminution des comportements agressifs. Bien sûr, comme tout médicament efficace, le traitement par clozapine est aussi associé à des risques, dont le plus documenté, le plus connu, celui qui vient immédiatement en tête quand quand on pense à ce produit, c'est le fait qu'il peut avoir une toxicité sur les neutrophiles, sur les globules blancs, ce qui justifie la surveillance régulière des bilans sanguins qui est faite actuellement de manière très rapprochée à l'initiation de ce traitement. Puis ensuite, dans la législation française, cette surveillance doit être continuée pendant toute la durée du traitement de manière mensuelle. Il y a également d'autres effets indésirables, d'autres risques associés au traitement par clozapine. Les plus fréquents sont la constipation, la sédation et l'hypersialorée ou l'augmentation de la salive. Mais globalement, le rapport bénéfice-risque est clairement favorable chez les personnes qui ne répondent pas aux autres traitements antipsychotiques. Mais parmi ces personnes, il y en a qui présentent une schizophrénie dite ultra-résistante. Alors, comment on définit la schizophrénie ultra-résistante? Ce sont des personnes qui sont traitées par clozapine pendant une durée adéquate et à posologie adéquate. On va revenir plus en détail tout à l'heure sur comment on définit la durée et la posologie adéquate, dont l'observance du traitement est également adéquate et qui n'ont pas d'autres facteurs de résistance, notamment pas de consommation de toxiques comme le cannabis ou les psychostimulants par exemple. Et on considère que cette situation, la schizophrénie ultra-résistante, concerne environ 30% des personnes avec une schizophrénie traitées par clozapine. Donc, en fait, c'est quand même un nombre assez conséquent de personnes qui présentent une amélioration insuffisante avec un traitement par clozapine. Et c'est pour ça que c'est intéressant quand même de bien avoir en tête les stratégies pour ces personnes-là, parce que, en fait, c'est quand même beaucoup de personnes qui ont besoin d'un traitement adéquat pour leur schizophrénie ultra-résistante. Alors, quand on parle de schizophrénie ultra-résistante, le plus souvent,
on se restreint en fait à la résistance des symptômes positifs. Alors, il y a également la résistance peut concerner des symptômes, des autres symptômes psychotiques, comme les symptômes négatifs et les symptômes à type de désorganisation, mais aujourd'hui, on va essentiellement traiter la question de la résistance des symptômes positifs, c'est-à-dire des idées délirantes et des hallucinations. Donc, quand une personne qui est traitée par clozapine pour des symptômes psychotiques positifs résistants et que ces symptômes ne s'améliorent pas suffisamment sous clozapine, il faut se poser un certain nombre de questions. D'abord, est-ce que la durée du traitement est suffisante pour évaluer qu'il n'y a pas de réponse à la clozapine? Et ce qui est important d'avoir en tête, c'est que quand on est dans une situation de résistance, en fait, il faut beaucoup plus de temps pour évaluer l'efficacité d'un traitement que pour un traitement antipsychotique qu'on donne en première ligne, par exemple à quelqu'un qui a un premier épisode psychotique. Dans ces cas-là, au bout de 4 à 6 semaines, on peut quand même déjà se faire une bonne idée sur il y a une réponse ou pas une réponse. Chez les personnes qui n'ont pas répondu au traitement antipsychotique antérieur, en fait, il faut prendre beaucoup plus de temps pour évaluer si la clozapine est ou non efficace. Parce qu'en fait, quand on présente une schizophrénie résistante, le traitement mis en place va nécessiter en fait toute une réadaptation à des niveaux très très différents, à un niveau purement neurobiologique, mais aussi à des niveaux plus comportementaux, mode de vie et aussi plus généralement à des niveaux finalement de réadaptation à une vie sans symptômes psychotiques. Donc ça, tout ça prend du temps, ce sont des remaniements complexes, neurobiologiques, psychologiques, dans les interactions sociales, et il faut se donner le temps pour qu'un nouvel équilibre puisse être retrouvé. Et on considère actuellement, c'est un consensus international qu'on ne peut pas parler de résistance à la clozapine si ce traitement n'a pas été évalué pendant au moins 3 mois. Alors, donc, s'il n'y a pas 3 mois de traitement par clozapine, on ne peut pas parler de schizophrénie nucléaire résistante et la seule stratégie est d'attendre. Ensuite, si on est sur une durée de 3 mois, la deuxième question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on est à dose suffisante? Et là, actuellement, on ne peut pas évaluer l'adéquation de la dose sans avoir recours à des dosages plasmatiques de la clozapine, ce qu'on appelle la clozapinémie. Et il est très clairement démontré qu'on ne peut pas parler de résistance à la clozapine si on n'a pas une concentration dans le sang, une clozapinémie au moins supérieure ou égale à 350 nanogrammes par millilitre. Donc cette prise de sang doit être faite environ 12 heures après la dernière prise du traitement, le matin de préférence, et c'est vraiment très important. Alors, on va rappeler brièvement en fait la complexité du métabolisme de la clozapine. Donc déjà, en fait, la clozapine, pour être efficace, doit avoir une concentration plasmatique entre 350 et 600 nanogrammes par millilitre. En deçà, on n'est pas efficace. Au-delà, on est à des doses toxiques et on risque en fait des surdosages et des symptômes liés au surdosage. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le métabolisme de la clozapine est dépendant d'enzymes hépatiques qu'on appelle les cytochromes P450 et notamment ce qu'on appelle un sous-type de cytochrome d'enzyme qui s'appelle le CYP1A2. Et en fait, il y a de nombreux facteurs qui peuvent influencer sur l'activité de ces enzymes hépatiques, de ces cytochromes. Donc, il y a de nombreux facteurs, notamment, qui peuvent diminuer la concentration plasmatique de la clozapine, la clozapinémie, par un effet dit inducteur, c'est-à-dire qu'en fait, le métabolisme, la transformation de la clozapine par le foie est accéléré et donc à dose égale, on va avoir moins de concentration dans le sang. Donc les deux facteurs qui vraiment induisent une accélération du métabolisme de la clozapine, c'est le tabac et la carbamazépine, le tegretol. Donc en fait, les personnes qui fument et qui
ont un traitement par Tegretol ont besoin de doses supérieures. Donc, c'est vraiment très important chez ces personnes-là de doser la clozapine parce qu'on pense donner la dose efficace, mais en fait, la concentration dans le sang est beaucoup plus faible. Alors, pour mémoire, il y a aussi tout un tas d'autres facteurs qui peuvent influencer le métabolisme de la clozapine en l'induisant. Je ne vais pas les détailler aujourd'hui, hein. Vous pouvez éventuellement faire un arrêt sur image sur cette diapo. Mais il faut quand même savoir, quand on prescrit ce traitement, qui est un médicament dit à index thérapeutique étroit, qu'en fait, on peut croire que le traitement n'est pas efficace parce qu'on se fie juste à la dose prescrite sans contrôler qu'effectivement la dose, la concentration dans le sang, qui est finalement la dose efficace, est dans la fourchette d'efficacité. Alors, pour mémoire, il y a également des traitements qui augmentent, enfin, des conditions qui augmentent la clozapine par un effet dit inhibiteur du métabolisme. Donc, ils inhibent le fonctionnement des enzymes hépatiques, et notamment du CYP1 à 2. Bon, ça nous concerne moins aujourd'hui, puisqu'en fait, on est plus sur les situations de manque d'efficacité que d'intoxication, mais tant qu'à faire, j'en dis quand même un mot. Donc, parmi les situations qui sont les plus à risque d'entraîner un surdosage, il y a le traitement par floxifrane, qui peut entraîner, même avec des doses très minimes, autour de 100 mg, des surdosages importants en clozapine. Il y a toutes les infections, et notamment les pneumonies, qui inhibent le métabolisme de la clozapine et peuvent entraîner des situations de surdosage si on ne fait pas attention dans ces conditions-là. Et il y a également des facteurs, d'autres qui, là aussi, ont un impact moins important, mais qui peuvent aussi entraîner des surdosages. Juste peut-être un point sur le valproate qui a des effets en fait différents en fonction de la phase. Quand on introduit la clozapine, en fait, le valproate a plus un effet inhibiteur. Et donc, quand on introduit la clozapine avec du valproate, on a un risque de surdosage. Et inversement, en phase de maintien du traitement, le valproate va plus avoir un effet inducteur et diminuer l'efficacité du traitement. Donc, c'est un petit peu complexe. En clair, si on peut éviter l'association du valproate avec la clozapine, c'est mieux, ça limite les risques. Donc, ceci étant rappelé, vraiment l'importance de doser la concentration, de doser la clozapinémie pour s'assurer que la concentration plasmatique de la clozapine est dans la fourchette et est supérieure à 350 nanogrammes par millilitre. Si ce n'est pas le cas, on ne peut pas parler de résistance à la clozapine, il faut augmenter le traitement jusqu'à atteindre cette concentration et attendre, là encore, plusieurs semaines pour voir si à cette concentration, en fait, le traitement est efficace. Mais bien sûr, il existe des situations où le traitement est donné depuis, la clozapine est donnée depuis une durée suffisante, à posologie suffisante, avec une bonne concentration plasmatique, et malgré cela, les symptômes ne s'améliorent pas. Donc, on est là en termes de recommandation, dans une recommandation qui est extrêmement claire. À ce stade-là, la recommandation, c'est d'associer un autre antipsychotique. Et donc, il y a plusieurs consensus internationaux à ce sujet. Et si on doit associer à notre antipsychotique, là aussi, les recommandations sont extrêmement claires et consensuelles au niveau international. En première ligne, on va associer à la clozapine soit de l'amisulpride, soit de l'aripiprazole. En fait, il n'y a pas vraiment de recommandation pour dire qu'il faut commencer par l'un plutôt que par l'autre. Mais en clair, on commence par un. Si le premier ne fonctionne pas, on va passer à l'autre. Et c'est dans et voilà, et toujours commencer par ces deux-là en règle générale. Alors, en pratique, comment ça se passe? Ben, toujours pareil, c'est-à-dire qu'on est toujours sur des durées longues pour évaluer l'efficacité. Donc, on ne peut pas conclure qu'une association clozapine-amisulpride ou clozapine-aripiprazole est inefficace si on n'a pas attendu au moins 3 mois pour évaluer l'efficacité. Ce qui est recommandé dans ces cas-là, c'est de garder la même dose de clozapine, de ne pas diminuer la dose de clozapine, sauf bien sûr si on est avec des clozapinémies supérieures à 600 nanogrammes par millilitre, et d'augmenter progressivement le second antipsychotique. Donc, on va par exemple commencer avec 100 mg d'amisulpride et on va monter palier par palier, 50 ou 100 mg.
jusqu'à obtenir une réponse en restant dans l'AMM des doses d'amisulpride. Pour l'aripiprazole, on va au minimum commencer à 10, on va éviter les petites doses qui peuvent avoir un effet stimulant et on va commencer au moins à 10 mg. Et bien sûr, dans ces cas-là, ce à quoi il faut penser, c'est qu'il faut éviter les trithérapies antipsychotiques qui sont assez fréquentes chez les personnes qui sont résistantes à la clozapine. Donc, chez une personne qui est résistante à la clozapine et à qui on a associé des doses de siamémazine, de lévomépromazine, de l'oxapine, qui n'ont jamais fait la preuve de leur efficacité en association avec la clozapine, on va essayer quand même d'être un peu plus, d'avoir un traitement un peu moins chargé en antipsychotiques et de diminuer en parallèle les antipsychotiques dont on sait qu'ils ne sont pas efficaces dans cette indication-là et qui ont juste un effet sédatif en fait et qui n'ont pas d'efficacité propre sur les symptômes psychotiques positifs. Donc, et l'idée derrière, bien sûr, c'est de limiter au maximum la polythérapie. Alors, on peut aller doucement hein, pour diminuer les autres antipsychotiques. Il n'y a pas d'urgence à le faire dès l'instauration de la misulpride et de la l'aripiprazole, mais il faut quand même avoir en tête qu'à un moment ou à l'autre, il va falloir arriver à une association, une bithérapie qui exclut un troisième antipsychotique, sauf cas situation exceptionnelle. Ce qu'il faut aussi avoir en mémoire, hein, et si on se base sur les données de la littérature, c'est qu'en l'état actuel des connaissances, il n'y a pas d'évidence concernant l'efficacité d'autres associations d'antipsychotiques sans clozapine chez les personnes qui présentent une résistance à la clozapine. Donc, en fait, toutes les autres combinaisons d'antipsychotiques peuvent éventuellement être envisagées ultérieurement, mais à ce stade-là, tant qu'on n'a pas essayé l'amisulpride ou l'aripiprazole, il n'y a aucun rationnel à essayer une autre stratégie avant. Alors, pour finir, je voulais aussi évoquer une autre situation qui est la situation où la clozapine est contre-indiquée. Et en fait, on est chez une personne, on doit décider d'un traitement pour une personne qui présente une schizophrénie résistante et qui a une contre-indication à la clozapine. Donc, dans ces cas-là, quelles sont les stratégies possibles? Alors là aussi, il faut se poser d'abord plusieurs questions. Est-ce que c'est vraiment une contre-indication absolue à la clozapine? En fait, dans la vraie vie, il y a très peu de contre-indications absolues à la clozapine. Les contre-indications absolues à la clozapine sont les antécédents de réactions immunoallergiques sévères mettant en jeu le pronostic vital à l'introduction de la clozapine. Donc, en clair, une agranulocytose, une myocardite, ou d'autres réactions immunoallergiques comme des néphrites, des pancréatites, des hépatites, etc. Et je n'aborderai pas cette question-là aujourd'hui, mais il faut quand même aussi savoir que la notion d'absolu est pas tout à fait vraie. C'est-à-dire qu'il y a dans la littérature quand même bon nombre de cas documentés de personnes ayant eu ce genre de réaction immunoallergique, d'événements immunoallergiques, pour qui on a pu réintroduire la clozapine en étant extrêmement prudent. Donc, on va considérer qu'on est avec une contre-indication absolue, ce qui veut dire que toutes les autres situations ne sont pas des contre-indications absolues. Et donc, pour lister celles qui sont encore trop souvent considérées comme des contre-indications absolues dans la pratique, un épisode convulsif n'est pas une contre-indication absolue, c'est l'indication à un traitement anticonvulsivant. Un épisode de neutropénie n'est pas une contre-indication absolue. Il faut s'assurer, par exemple, qu'il n'y a pas de neutropénie bénigne ethnique et donc, si c'est le cas, faire une prise de sang plutôt après un repas ou après un exercice physique, ou éliminer des causes intercurrentes de neutropénie qui ne sont pas liées à la clozapine. Donc, ce n'est pas une contre-indication absolue à la reprise. Un épisode occlusif n'est pas non plus une contre-indication à la reprise de la clozapine s'il n'y a pas d'autre solution. Il faut dans ces cas-là juste être extrêmement vigilant sur la charge anticholinergique, etc. Et dernier point, les problèmes d'observance ne sont pas non plus des contre-indications à la clozapine parce qu'il faut toujours faire le pari que quand les symptômes psychotiques vont être améliorés avec la clozapine, en fait, les problèmes d'observance vont aussi s'améliorer. Donc, en fait, on ne peut pas récuser un traitement par clozapine juste parce que dans
l'histoire de la prise en charge d'une personne, il y a eu des problèmes d'observance. Tant que les symptômes psychotiques ne sont pas améliorés, en fait, on ne peut pas conclure sur l'observance. Donc, alors, on va considérer, s'il n'y a pas de contre-indication absolue, ben, il faut initier ou réinitier la clozapine. Il n'y a pas de discussion possible autour de ça, il faut au moins tenter et ensuite on discute. Alors, il existe effectivement des situations où il y a une réelle contre-indication à la clozapine. Donc, dans ces cas-là, en fait, il y a plusieurs solutions possibles. Il ne faut pas baisser les bras. Il existe d'autres solutions. Alors, bien, là, je ne vais pas développer aujourd'hui parce que ce serait un petit peu trop long, mais il y a toutes les techniques de neurostimulation, les ECT notamment, hein, qui ont vraiment là aussi des évidences extrêmement solides sur leur efficacité en schizophrénie résistante, qui auraient pu déjà être envisagées aussi à l'étape précédente, hein, dans la schizophrénie ultra-résistante. Je ne l'ai pas mentionné, mais dans la schizophrénie ultra-résistante, on peut aussi envisager une association avec des sismothérapies. Bon, la RTMS aussi, le niveau d'évidence est un petit peu moins solide, on va dire, que pour les ECT, mais notamment, il y a quand même des données assez intéressantes, en particulier pour les hallucinations acoustico-verbales résistantes. Donc, dans ces situations, il y a une stratégie qui peut éventuellement être envisagée, qu'il faut connaître parce qu'elle peut être intéressante pour un certain nombre de patients, qui est en fait l'utilisation de l'olanzapine à haute dose. Alors l'olanzapine est un antipsychotique avec un profil un peu particulier. Tous les autres antipsychotiques, en fait, pour tous les autres antipsychotiques, sauf l'olanzapine, l'efficacité n'augmente pas en augmentant la dose. Il y a toujours un phénomène de plateau. Et en fait, en général, quand on augmente trop les doses, on perd en efficacité parce qu'il y a trop d'effets secondaires. Mais l'olanzapine fait un petit peu exception à la règle et il y a une relation dose-effet qui n'est pas linéaire, mais enfin, en tout cas, quand on augmente les doses, on augmente l'efficacité et il y a un moment où on arrive à se rapprocher du profil d'efficacité de la clozapine. Donc, il faut bien avoir en tête qu'il s'agit d'une prescription hors AMM, c'est-à-dire qu'on va atteindre des doses qui sont supérieures à celles autorisées par l'AMM, ce qui peut poser un certain nombre de problèmes, notamment en termes de délivrance, puisque des pharmacies hospitalières ou des pharmacies en ville peuvent refuser de délivrer une ordonnance dans laquelle il y a une prescription qui est hors AMM. Mais on est ici dans hors AMM avec quand même un niveau de documentation et d'études qui est certes pas, qui remplit pas les critères de l'evidence-based medicine, hein, on n'est pas avec 2 essais randomisés contrôlés, etc. Mais il y a quand même un certain nombre d'arguments convergents dans la littérature pour montrer que des fortes doses de l'olanzapine peuvent avoir un intérêt dans la schizophrénie résistante. Dans tous les cas, même si effectivement le niveau de preuve n'est pas très élevé, il est toujours nettement supérieur à celui qu'on a avec les associations d'autres antipsychotiques, kétiapine, risperidone, aripiprazole, risperidone, etc., où là, il n'y a pas du tout de preuve, en tout cas. Donc, à avoir en tête. Alors, en pratique, comment on prescrit l'olanzapine à haute dose? Bon, les doses utilisées classiquement sont entre 30 et 50 mg. Il faut savoir qu'il y a certaines études pour lesquelles on est allé jusqu'à des doses de 100 mg, voire plus. L'augmentation, donc, peut se faire par palier, donc on est à 20 mg qui est la dose de l'AMM. On peut augmenter par palier de 5 à 10 mg en fonction de la tolérance. Donc, l'olanzapine est un des antipsychotiques qui a des effets sédatifs assez importants. Donc, plus on augmente la dose, effectivement, plus on peut avoir une sédation importante. Et là, il faut aussi penser, comme tout à l'heure, à diminuer les traitements sédatifs, les autres antipsychotiques, les vomépromazine, siamémazine, l'oxapine, qui n'ont pas une efficacité extrêmement claire, et voire pas du tout, et en revanche, beaucoup d'inconvénients en termes d'effets secondaires. Il faut penser à les diminuer quand on monte l'olanzapine pour diminuer la charge anticholinergique aussi. Et bien sûr, on va surveiller les critères habituels pour l'olanzapine. Alors évidemment, il y a la question qui se pose, qui est le risque métabolique.
est-ce que le risque métabolique augmente en augmentant les doses? La réponse n'est pas très claire par rapport à ça. Effectivement, il y a une prise de poids associée à l'olanzapine en général, mais dans la littérature sur l'indication olanzapine dans la schizophrénie résistante, finalement, il n'y a pas beaucoup plus de prise de poids à l'état actuel des connaissances, en tout cas avec des doses de 40 à 50 mg qu'avec 20 mg. Et dans tous les cas, la prise de poids va être comparable à celle qu'on aurait avec la clozapine. Donc, on est toujours sur, évidemment, la balance bénéfice-risque, rester avec une schizophrénie résistante non traitée ou la prise de poids. C'est des décisions qui, bien sûr, doivent toujours être individuelles et discutées avec la personne concernée. Donc, pour conclure, l'esprit de cette présentation était de combattre l'affirmation qu'on retrouve extrêmement fréquemment en clinique, ce qui est on a déjà tout essayé. Dans la vraie vie, enfin, ça n'arrive quasiment jamais qu'on ait déjà tout essayé. Donc là, je vous ai donné quelques indications sur les stratégies possibles. Bien sûr, dès qu'on arrive à la 7, 8, 9e ligne de traitement, à ce moment-là, d'autres combinaisons peuvent être envisagées. Là, on est sur les premières lignes qui doivent être respectées avant d'envisager d'autres combinaisons. Et sur ces situations où on a l'impression qu'on a tout essayé, il faut vraiment garder en mémoire ce qu'avait dit Faden et Citrom il y a quelques années dans un article, c'est qu'il y a toujours des personnes qui s'améliorent significativement avec un traitement, même à l'absence de preuves contrôlées d'efficacité. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, en fait, la stratégie recommandée est celle qui est efficace. Il y a Quand on est dans un nombre important de lignes de tentatives de traitement, mais il faut continuer. Par expérience, il faut continuer à essayer. Il y a des combinaisons auxquelles on n'avait pas pensé qui peuvent être intéressantes. Il faut penser aux thymorégulateurs dès qu'il y a une dimension thymique ou aux antidépresseurs. Bon, là, je ne vais pas dans le détail vous développer les autres stratégies, mais le message vraiment sur lequel j'insiste, c'est qu'on n'a jamais tout essayé. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt. Au revoir.